Eh bien, j'y vais. Ville et nature, technologie et morales urbaines. On parle de plus en plus des relations entre ville et nature aujourd'hui, de la nécessité de combattre le réchauffement climatique à l'agriculture urbaine, en passant par les impératifs de préservation de la biodiversité. Le discours sur la ville de l'avenir fait beaucoup référence à la nature. La ville du XXIe siècle doit être naturelle. Mais il y a en même temps quelque chose d'un peu paradoxal dans cette référence insistante, dans la mesure où la notion de nature n'a jamais été aussi ambiguë et surtout contestée. Tout d'abord parce qu'en ces temps de mondialisation et d'incitation à la diversité culturelle, c'est une notion qui est clairement marquée par ses origines occidentales. Des anthropologues comme Philippe Descola en France ont étudié comment certaines cultures n'ont pas de notion qui correspond exactement à celle que nous utilisons en parlant de nature. Une seconde raison, c'est que nous nous défions de plus en plus de ce que porte implicitement la notion de nature dans son acception occidentale. Depuis le XVIIIe siècle au moins, elle va de pair avec une distinction nette entre l'humain et le non-humain, ainsi qu'entre les objets naturels et ceux qui seraient artificiels. Cette distinction est généralement couplée à un certain idéal de domination de la nature, ou, pour être plus précis, à une sorte d'oscillation entre le désir de dominer la nature et la crainte que celle-ci ne puisse jamais être complètement domptée. Les catégories modernes de l'esthétique du paysage, comme le sublime, en portent la marque. Le désintéressement du spectateur contemplant le paysage n'est qu'une façade. La sublimité est à la fois liée à l'idéal d'une disproportion entre la nature et l'homme et à la possibilité de le surmonter grâce à la technologie, grâce à ce que nous appellerions aujourd'hui l'infrastructure. La nature est donc une notion ambiguë, et cette ambiguïté va se refléter dans les aménagements qui tentent de la dominer, que ce soit les routes de montagne, les phares, toutes ces choses qui vont participer de cette conquête de la nature par l'homme à l'aube de la modernité. Chose à noter aussi, l'opposition entre le naturel et l'artificiel est ambiguë. Elle se reflète aussi dans le regard porté sur ces populations non occidentales qu'on va juger souvent plus naturelles que les Européens. Être proche de la nature apparaîtra tantôt comme une qualité, tantôt comme un défaut majeur. C'est ainsi, par exemple, que les Indiens d'Amérique sont considérés tour à tour comme des créatures un peu surhumaines et à la fois comme des monstres, comme en témoigne cette image où la beauté des Native Americans, comme on dirait aujourd'hui, va de pair avec l'horreur, l'effroi devant leurs mœurs anthropophages. Alors, c'est cet ensemble un peu complexe d'éléments finalement assez contradictoires qu'un certain nombre de penseurs contemporains ont appelé à abandonner. Bruno Latour a par exemple insisté à plusieurs reprises sur le fait que la distinction entre le naturel et l'artificiel est dans une large mesure une construction et que la plupart des objets et des phénomènes auxquels nous avons affaire sont en fait des hybrides de non-humains et d'humains, à commencer par les lois prétendument naturelles qu'on observe dans un laboratoire. C'est le thème notamment de son célèbre essai « Nous n'avons jamais été modernes ». Plus radicalement, un philosophe comme Timothy Morton affirme qu'il faut se débarrasser de la notion de nature si l'on veut être véritablement écologique. L'écologie est égale à la vie, moins la nature, plus la prise de conscience, écrit Morton dans son livre « La pensée écologique ». En même temps, nous n'avons jamais autant parlé de nature. Peut-être que la nature fait partie de ces notions qui réapparaissent constamment malgré les arguments sophistiqués des sciences humaines et sociales. La nature, je dirais, désigne ce qui est là, ce sur quoi nous avons peu de prise, quelque chose d'infiniment complexe, puisqu'en tant qu'humains, nous sommes en partie faits de ce qui est là, de ce qui est en dehors de nous, et en partie différents. Alors, en parlant de cette absence de contrôle, deux éléments au moins, ont renforcé le caractère omniprésent de la référence à la nature aujourd'hui. Le premier est sans conteste le réchauffement climatique et les catastrophes qu'il entraîne. Nous avons fait quelque chose dont nous ne pouvons pas contrôler les conséquences, comme l'augmentation des températures et du niveau des océans. Et second élément un peu plus récent, la pandémie. Là encore, quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, mais qui semble apparaître à la suite de notre hubris, de notre désir de tout contrôler. Alors dans les deux cas, nous nous sentons coupables.
Évidemment, dans le cas du changement climatique, mais c'est vrai aussi du Covid-19 qui est censé être le résultat de notre perturbation de l'habitat des espèces sauvages. Je dirais finalement que l'une des raisons pour laquelle la nature ne disparaît pas, en dépit de tout ce que peuvent dire des gens comme Latour ou Morton, c'est que nous avons le sentiment de l'avoir trahi. Et du coup, la recherche d'une réconciliation est extrêmement présente aujourd'hui, et elle explique probablement le lien entre la nature, les questions sociales, politiques et éthiques, notamment dans un contexte urbain. On peut faire une pause 5 minutes, ça vous va pour l'instant ? Bon, vous couperez, mais comme... Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Encore une fois, nous sommes plongés dans une crise environnementale dont nous mesurons enfin l'ampleur, sauf que l'histoire est tout de même un peu plus longue que ce dont on se souvient habituellement. Elle a réellement commencé dans les années 60 et 70 avec la reconnaissance de la finitude du globe liée à la guerre froide et à la crainte de l'épuisement des ressources naturelles. De cette prise de conscience, je dirais, des phénomènes comme la conquête de l'espace vont jouer un rôle. C'est la première photo, par exemple, prise de l'extérieur de la Terre et qui témoigne de cette espèce de finitude. Cette finitude veut dire aussi que l'homme peut anéantir la nature, du moins en théorie, et c'est ce que va incarner notamment la bombe H, la bombe à hydrogène, lorsqu'elle est mise au point, et ce qui donne naissance à une nouvelle forme de sublimité, non pas la sublimité de la nature sur le point d'anéantir les efforts de l'homme, mais en quelque sorte l'inverse. Alors c'est dans ce contexte que vont intervenir toute une série de recherches et de publications. Je voudrais retenir par exemple évidemment Buckminster-Fuller et sa notion que la Terre est un vaisseau spatial et comme dans tous les vaisseaux, si on laisse trop d'ordures, eh ben, la vie se dégrade. Et puis, bien entendu, le point de départ, oublié assez vite après sa parution, mais redécouvert par la suite, le point de départ de nos angoisses environnementales, qui est le rapport Meadows de 1972, The Limits to Growth. Alors, il y a un long moment d'amnésie, ce que j'appelle souvent les années de mondialisation heureuse, c'est-à-dire la fin des années 80, les années 90, et puis la redécouverte un peu effarée au début des années 2000 que les enjeux environnementaux, loin d'avoir disparu, sont là et vont s'aggravant à très grande vitesse. Alors, mais je dirais que cette amnésie n'est pas complète et c'est probablement cette persistance plus ou moins souterraine de l'enjeu environnemental qui constitue l'un des facteurs expliquant en partie la montée en puissance de l'idée d'utiliser la nature comme fil conducteur des projets urbains. Un autre fil conducteur, cela dit, ce n'est pas que seulement la question environnementale, c'est la désagrégation des formes urbaines traditionnelles avec la croissance des villes. C'est par exemple le cas de métropoles comme Istanbul, où on ne sait plus très bien, si on parle de territoire, de ville, etc. L'Istanbul historique est une toute petite portion de ce qui est devenu Istanbul aujourd'hui. Alors, formes urbaines traditionnelles désagrégées avec ces ambiances étranges où on ne sait plus très bien si on est à la ville ou on est en campagne. Du coup, avec une crise de l'idée même de ville, parle-t-on encore de ville ou d'urbanisation de la planète, d'urbanisme planétaire, comme le dit le géographe américain Neil Brenner. Alors, dans le monde occidental, il ne faut pas sous-estimer cette question parce qu'elle conduit à une crise de la délibération collective et de la politique, car la ville était perçue comme l'origine même du politique. La res publica était résolument urbaine, la célèbre fresque de Sienne sur le bon et le mauvais gouvernement incarne ce caractère urbain. Tout se passe comme si, par notre orgueil démesuré, nous n'avions pas mis seulement la planète en danger, mais que nous avions également commencé à dissoudre les cadres mêmes qui nous permettaient de fonctionner collectivement. Alors c'est dans ce contexte que nous attendons de la nature, et d'une nature qui rentrerait dans la ville, qu'elle nous permette de panser les plaies, en commençant bien sûr par les dommages causés à l'environnement. Alors c'est assez évident dans le cas des paysages post-industriels et des friches urbaines, comme ici à Duisbourg en Allemagne. C'est tout aussi évident dans un projet qui a eu un caractère assez emblématique aux États-Unis, qui est le projet en fait de restauration d'une des plus grandes décharges urbaines, ouverte en 1948 et fermée en 2001 sur Staten Island, qui est le projet Fresh Kills. Un symbole, Fresh Kills, c'était un peu le symbole de tout ce qui avait dépassé les limites, ici la décharge, avec finalement l'idée de faire un parc avec un certain nombre de dimensions intéressantes. La première, c'est qu'on ne va pas retrouver la pureté des origines. En fait,
le parc est sur un monceau d'ordures absolument phénoménal, quasiment géologique, et du coup qui continue à se tasser et à émettre du gaz méthane. Et du coup, en fait, si on regarde de près, le parc est inséparable de tout un équipement technologique pour évacuer cette production de gaz souterrain. Donc on n'est pas dans la pureté d'une nature intégralement restaurée, on est dans l'hybridité d'une techno-nature qui doit composer avec les dégâts occasionnés par l'homme. Alors, si on regarde maintenant plus généralement, il est très frappant qu'à partir des années 80, l'idée de se servir de la nature et notamment du paysage comme fil conducteur d'une façon de repenser l'urbanisme monte en puissance un peu partout. En France, des paysagistes comme Michel Courajou ou encore Alexandre Chemetov revendiquent cette dimension urbaine dans les années 80 et 90. Courajou participe à toute une série d'études et on lui doit notamment l'aménagement de certaines séquences clés de la plaine Saint-Denis. Et puis bien d'autres choses encore, je passe là-dessus. Je dirais il y a toute une école finalement du paysage en France dans laquelle les paysagistes vont progressivement se saisir des questions urbaines, jusqu'au point où aujourd'hui, presque quasiment une année sur 2 ou sur 3, c'est un paysagiste qui en fait remporte le Grand Prix de l'urbanisme, de l'Agence Terre à plus récemment une autre paysagiste qu'il a eue cette année. Alors, donc, toute cette montée en puissance de l'idée finalement que plus que les formes urbaines traditionnelles, c'est la pensée de la nature dans la ville, la pensée d'un paysage intégré à la ville qui serait le fil conducteur de l'urbanisme. Alors aux États-Unis, ça va prendre des formes plus résolument doctrinales, avec le Landscape Urbanism, dont l'un des points de départ officiels est une conférence intitulée précisément Landscape Urbanism en 1997, avec comme protagoniste clé le paysagiste James Corner, auquel l'un des concepteurs de la High Line, et Charles Waldheim, qui se fera par la suite le théoricien de ce mouvement, avec toute une série de publications sur ce thème. Alors derrière ça, bon, de la France aux États-Unis, mais aussi finalement du Japon à la Corée, etc., circule une insistance sur l'environnement et l'idée finalement que l'urbanisme doit renouer pleinement avec une idée de processus et non pas de composition statique. Évidemment aussi, je dirais, une façon de privilégier l'horizontalité sur la verticalité du bâti, et tout cela, bien sûr, avec cette idée de donner une place centrale à la nature dans la ville. Alors depuis lors, ces tendances ont pris une importance de plus en plus massive dans le monde, et encore une fois en France, l'un des meilleurs témoignages, c'est la présence extrêmement forte des paysagistes dans le champ de l'urbanisme. Mais on reste toutefois dans une approche assez fondamentalement compositionnelle. Les notions d'écologie urbaine et de métabolisme urbain renvoient à une pensée plus radicale de la ville comme un environnement qui doit être pensé à l'aide de catégories empruntées à l'étude des milieux naturels. Et j'en viens donc à cette question du métabolisme urbain et de la nature, pardon, c'est une erreur dans le titre, de la nature comme infrastructure. Je vais m'expliquer là-dessus. Alors le métabolisme urbain tente à estomper la distinction entre les systèmes naturels et les systèmes urbains par l'attention portée par exemple à des questions comme le cycle de l'azote dans les villes. Plus généralement, le métabolisme urbain se propose de s'intéresser à la somme totale des processus techniques et socio-économiques qui se déroulent dans les villes et se traduisent par la croissance, la production d'énergie et l'élimination de déchets. Ça fait écho à une question qu'on trouve qui est pas mal agitée dans les milieux environnementaux, et si les humains n'étaient peut-être pas les principaux phénomènes à considérer lorsqu'on veut analyser l'environnement, mais plutôt les flux générés par les humains. Donc évidemment, on voit la radicalité de ce propos par rapport à une pensée de la ville qui était plutôt une pensée des urbains qui l'habitent, etc. Alors évidemment, toutes ces questions de quantification urbaine qui dérivent de cette montée en puissance de l'idée de métabolisme s'est trouvée renforcée avec l'avènement du big data. Mais avec évidemment une question, où placer les limites de l'analyse, jusqu'où remonte-t-on dans l'analyse de ce qui rentre et ce qui sort de la ville. Alors à noter tout de même qu'il y a une incidence assez directe sur l'architecture, avec toute une série de gens qui vous disent aujourd'hui l'édifice, en fait, c'est qu'un moment dans une série de flux de matériaux, d'énergie, de travail, etc., qui commence bien avant
l'édification proprement dite et ne s'arrête pas avec la construction. Un Américain, Kilmo, a par exemple étudié l'Empire State Building, non pas comme un gratte-ciel en un moment clé des États-Unis des années 30, mais en fait comme un flux de matériaux qui va souvent très loin sur la planète et qui converge à un moment vers l'Empire State Building. Alors nous sommes peut-être, je dirais, à l'aube d'une transformation extrêmement profonde de la pensée urbanistique, mais aussi architecturale, avec aussi toute la montée en puissance de l'idée de matériaux biosourcés, etc. Et derrière ça aussi une transformation de la façon d'aborder les techniques. Peut-être que les techniques ne forment pas un système comme on l'avait longtemps cru, notamment à la suite d'historiens et de théoriciens comme Lewis Mumford ou Bertrand Gilles, mais quelque chose qui ressemble davantage à un environnement, comme la composante d'une techno-nature. Quelque chose qui ne serait plus donc systémique au sens traditionnel, mais quelque chose à analyser en termes d'environnement, voire d'écologie. Et donc quelque chose de très différent, par exemple, de la façon dont les historiens analysaient la première révolution industrielle comme un ensemble de facteurs discrets et clairement identifiables, la machine à vapeur, le charbon, le fer, le textile, etc. Alors, cette évolution, toutes ces choses dont je viens de parler, qui peuvent paraître plutôt théoriques, elles ont quand même des conséquences très concrètes aujourd'hui en termes de formes urbaines. Pensons par exemple à la montée en puissance de l'idée de corridors de biodiversité. Ici un projet pour Toulouse-le-Mirail, comme si finalement ces corridors de biodiversité devenaient plus structurants que les compositions urbaines traditionnelles. Alors l'une des conséquences, c'est peut-être la transformation de la nature en quelque chose de fondamental, mais au sens vraiment de la fondation, du support, une sorte de support de la vie urbaine, qui ne se distinguerait pas forcément de ce point de vue toujours clairement des infrastructures traditionnelles. Et donc j'en viens à cette idée de nature comme infrastructure. Et si finalement la nature n'était plus seulement ce qui subsistait dans les interstices du développement urbain, ou ce qu'on implantait à grand prix dans les parcs et jardins, mais si elle apparaissait comme ce qui rend la ville soutenable et son développement envisageable dans l'avenir. La nature, encore une fois, comme infrastructure. Alors évidemment, c'est renforcé par les chocs liés à la crise environnementale. Et vous avez aujourd'hui tout un discours sur l'idée de zones humides beaucoup plus efficaces que les digues pour protéger les villes de la montée des eaux. Là, c'est un projet déjà ancien sur New York. Je lisais hier un article dans le New York Times sur Miami. Et à Miami, il y a tout un débat. Faut-il faire un mur qui aurait une vingtaine de mètres de haut, comme ce que propose l'Army Corps of Engineers pour protéger le downtown de Miami, ou faudrait-il plutôt réfléchir en termes de zones humides? Ça inspire aussi des projets assez étranges. Ici, c'est un projet en banlieue new-yorkaise, qui est l'usine de filtration de Lode Croton de 2007, dans lequel on voit, finalement, c'est un projet de Grimshaw avec des architectes. En fait, l'usine est sous cette espèce de golfe artificiel, mais plus important, en fait, l'installation est entourée de zones humides artificielles. Alors, ça a donné naissance en Chine au concept de ville-éponge, Sponge City, avec finalement des zones qui permettraient d'absorber les précipitations plus abondantes provoquées par le réchauffement climatique et de prévenir les inondations catastrophiques. C'est très généralement, je dirais, un des fils conducteurs aujourd'hui de la pensée asiatique sur la ville. Et par exemple, Singapour a évolué de l'idée de ville-jardin à l'idée d'une ville qui serait dans la nature. Alors on est en partie dans une espèce de fiction, mais une fiction qui fait programme dans des cas comme Singapour. Alors penser la nature comme une infrastructure devrait encourager la convergence entre innovation numérique et environnement, ce qui pourrait être l'un des axes majeurs de développement de la ville intelligente dans un futur proche. Et notamment, je crois qu'un des futurs du numérique dans les villes, c'est pas seulement de fluidifier la circulation, etc., mais de mieux gérer les ressources naturelles. Alors Singapour, là aussi, est assez spectaculaire, parce que Singapour a planté toute une série d'arbres africains absolument monumentaux le long de ses autoroutes, mais lorsque les branches cassent, ça peut provoquer des accidents extrêmement graves. Du coup, Singapour a fait quelque chose de totalement fou. Ils ont modélisé, en utilisant un programme aux éléments finis, tous les arbres majeurs plantés à Singapour pour pouvoir prévoir les cassures de branches. Alors évidemment c'est un cas extrême, mais ça en dit long sur la façon dont le numérique et le naturel pourraient être amenés à converger.
Alors, chose importante à comprendre, c'est qu'on n'est plus dans le même genre de pensée de la ville et de pensée de la nature que celle qui s'était développée à partir du XIXe siècle avec la ville des réseaux. On est dans une nature très profondément événementielle, des arbres qui cassent, des tempêtes, etc. Une nature peuplée d'événements, d'où l'importance, par exemple, dans le discours contemporain, de notions comme la notion d'émergence. Une nature aussi susceptible de se venger. Pensons il y a quelques années à ce volcan islandais qui avait totalement perturbé le trafic aérien à l'échelle mondiale. Pensons aussi évidemment à la montée des eaux et plus généralement à ce thème de la catastrophe imminente qui hante la culture urbaine traditionnelle. Ce qui est très curieux, c'est que finalement la nature nous apparaît sous des biais encore plus contradictoires qu'à l'époque de la modernité. D'un côté, c'est une nature capable de se venger de nous parce que nous l'avons en quelque sorte violentée et trahie, mais en même temps, à en croire des pans entiers de l'anthropologie et de la sociologie contemporaine, c'est une nature dont nous ne saurions pas séparer, ce qui est tout de même un peu curieux. Et pour l'illustrer, j'aime beaucoup le travail d'un artiste comme Pierre Huyghe, où on ne sait plus très bien finalement où est l'animal, où est l'homme, où est le naturel, où est l'artificiel, etc. Alors cette situation n'est pas sans évoquer les contradictions qui étaient à l'origine de l'esthétique du sublime à la fin du XVIIIe siècle. Sauf qu'on rentre dans une sublimité qui n'est plus tout à fait celui du combat prométhéen, puisque nous pouvons effectivement anéantir la nature, mais de la recherche d'un équilibre qui serait en fait imparfait. Et la sublimité ne résiderait pas tant dans l'héroïsme que dans l'acceptation du caractère imparfait, voire impur, de ce que nous réalisons. Et là encore, Fresh Kills est emblématique. C'est-à-dire, plus jamais nous ne marcherons dans des jardins arcadiens. Nous sommes définitivement condamnés à vivre peut-être au-dessus des ordures que nous avons laissées partout sur la planète. Et je dirais la nature doit composer avec cet héritage et nous sommes dans une espèce d'hybridité. Une autre photo de Pierre Huyghe, pour moi, traduit assez bien cette espèce de caractère défectueux, cette espèce de caractère comme si finalement il n'y avait aucun moyen de laver les péchés dont nous sommes coupables et qu'il fallait accepter une fois pour toutes de vivre dans cette impureté radicale. L'infrastructure devient alors, et l'infrastructure notamment naturelle, tout ce qui peut contribuer à établir cet équilibre imparfait. On comprend bien du même coup qu'elle ne peut plus être statique à l'ancienne, qu'elle emprunte à la nature sa caractéristique la plus importante, être un processus plutôt qu'un objet, être pleine d'événements. Alors je terminerai en parlant des nouvelles morales urbaines. Dans ce qui se passe sous nos yeux, l'ancien et le nouveau s'entrechoquent. Il y a des choses que nous avons héritées, comme la question de la nature, et puis aussi, finalement, le lien qui existe de très fortement depuis le XVIIIe siècle entre la question de la nature, notamment en ville, et les questions relatives aux valeurs collectives, à la morale, si l'on veut, et à la politique. Simplement qu'on n'est plus dans les mêmes morales et dans la même politique que ce qu'on avait pu connaître auparavant. On n'y est plus parce que d'abord, il y a l'idée de trouver une collaboration plutôt qu'une confrontation avec la nature. L'agriculture urbaine en est un exemple assez typique. Et c'est cette idée de collaboration entre l'humain et le non-humain qu'on retrouve également à l'œuvre dans toute une série de discours et d'analyses contemporaines, par exemple sur le retour d'une attitude artisanale, y compris dans le domaine de la fabrication numérique, quelque chose qui a été théorisé entre autres par l'anthropologue anglais Tim Ingold, mais qu'on retrouve aussi par exemple chez Richard Sennett et son apologie de l'artisan, qui collaborerait avec les forces et les puissances naturelles au lieu de les affronter. Mais, en même temps, est-ce que tout ça est bien viable? Nous rêvons d'un monde pacifié, mais le monde est-il pacifiable? Alors, ça se traduit dans l'architecture, avec l'envie d'exploiter la spontanéité de la nature, comme ici, par exemple, dans ce pavillon d'Akim Menges, un des représentants de ce qu'on appelle parfois la fabrication computationnelle, qui joue. En fait, ça s'inspire du principe de la pomme de pin pour que les fenêtres s'ouvrent et se ferment en fonction de l'humidité et de la sécheresse de l'air. Alors, on retrouve cette espèce de curieuse attitude dans la végétalisation des bâtiments.
Il y a à la fois de l'ancien et du nouveau, des jardins suspendus de Babylone, quelque chose d'absolument décoratif et même parfois de futile, mais en même temps quelque chose qui renvoie à un nouvel imaginaire, à de nouvelles valeurs. L'idée que l'humain ne serait pas séparable du non-humain, l'idée qu'un bâtiment ne serait plus seulement une structure, mais finalement une espèce de réseau permettant la cohabitation des humains et des plantes, idéalement en interaction productive. Alors je ferai volontiers l'hypothèse qu'au-delà de toutes les choses revendiquées sur la productivité, de l'agriculture urbaine, des toits verts, etc., le véritable enjeu est plutôt du côté de l'imaginaire et des valeurs, que nous sommes finalement dans une nature repensée par rapport à des idées de réforme citoyenne, plutôt que par rapport à des enjeux techniques et économiques. Alors, nous rêvons d'une ville productive, mais peut-on vraiment dépasser le rêve dans un monde dominé par une logistique mondialisée ? Personnellement, je pense que le rêve de la lenteur et de la douceur a ses limites, que les farmers market ne supplanteront jamais totalement les circuits mondiaux d'approvisionnement, mais la question peut-être qui se pose, c'est comment civiliser la mondialisation. Alors la nature dans les villes a toujours été une question politique. Au XIXe, ça renvoyait à une politique de classe, avec l'idée de constituer et de reconstituer du consensus par rapport aux divisions entre partis et classes. Les collectifs, à l'époque, possédaient une certaine évidence, les classes sociales, mais comment pouvaient-ils cohabiter ? Aujourd'hui, je dirais que, assez curieusement, c'est les collectifs qui ne sont plus du tout évidents. Donc du coup, comment recréer du collectif est une question pour laquelle on convoque la nature. Alors, on retrouve tout ça dans, par exemple, le thème des forêts urbaines, qu'elles suivent ou non la méthode du botaniste japonais Akira Miyawaki. On retrouve ça aussi dans les projets parfois discutables de la mairie de Paris sur les forêts urbaines. Alors, évidemment, je dirais, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Je dirais que la ville du XXe siècle sera naturelle dans la mesure où la nature, c'est du social et du politique. Et qu'en fait, c'est la question finalement du lien social et la question de qu'est-ce que la destinée collective qui est posée aujourd'hui. Quant à l'incidence directe, les forêts urbaines, en fait, bien sûr, elles contribuent à améliorer toute une série de paramètres d'ambiance dans les villes, mais enfin, on peut se demander s'il ne faut pas plutôt peindre les toits en blanc. New York a commencé très sérieusement à peindre autant de toitures que possible en blanc pour limiter les effets du réchauffement. Mais évidemment, le blanc, ça ne fait pas rêver. Les forêts urbaines, ça fait rêver. Alors peut-être qu'il est difficile d'abandonner la notion de nature, tout comme il est extrêmement difficile de renoncer à nos rêves, même si ces rêves ne peuvent plus être des rêves de pureté. Je vous remercie.